Bonjour et bienvenue à vous sur Médiane TV dans On se dit tout. Et justement, on se dit tout aujourd'hui sur le bonheur au travail. Mythe ou réalité? Eh bien, selon les spécialistes, on passerait un tiers de notre temps au travail, autant que ça se passe bien. On va essayer de voir tout cela avec deux expertes. Et puis ensuite, justement, quand on passe sa journée au travail, on ne rentre pas chez soi pour manger. Qu'en est-il de l'équilibre alimentaire? Ça, c'est une endocrino qui nous répondra, qui nous donnera aussi ce qu'il faut faire. Restez avec nous sur Médiane TV. On revient dans une fraction de seconde pour développer ces deux thématiques pour vous aujourd'hui. Le bonheur au travail, être heureux dans son travail, est-ce que c'est possible et qu'est-ce qui peut entraver justement ce bonheur? Eh bien, on en parle avec deux spécialistes. Rizlan Riachi, bonjour. Bonjour. Très belle rentrée. Merci. Merci beaucoup d'être là. Aussi. Vous êtes consultante en développement personnel et professionnel. Et Jihan Labib, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Vous êtes coach certifié en développement personnel et professionnel. Bonheur au travail, est-ce que c'est un titre provocateur pour vous, Jihan? Pas du tout. Non. On commence à en entendre parler, alors que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Donc j'en ai beaucoup, on va dire, entendu parler ailleurs, on va dire aux États-Unis, Canada et les pays du Nord, au Moyen-Orient, donc aux Émirats, où ils ont même un ministère Happiness Ministry, donc un ministère du bonheur. Du bonheur. D'accord. Et on parle des responsables du bonheur. On ne parle pas du service client, mais du service de bonheur au travail. Au travail. Et pour les clients, bonheur des clients. Donc il y a un réel souci, on va dire, à travers le monde, dans certains pays. Au Maroc, donc, il y a eu une étude qui a été réalisée en 2016. On n'a pas encore les résultats. Donc, et en 2015, donc, qu'est-ce qui faisait le bonheur des Marocains? Donc, qui a été réalisé par l'Observatoire du bonheur marocain. Donc, il y a un observateur. Et donc, c'est quelque chose qui se met en tractation. Mais l'Observatoire du bonheur dans le milieu professionnel? Dans le milieu professionnel. Mais c'est une structure sérieuse? En fait, je faisais des recherches, la vérité. Donc, c'est une association à but non lucratif. D'accord. Les personnes qui sont autour des personnes très sérieuses, donc reconnues, on va dire, sur le marché marocain, des spécialistes des études, des spécialistes dans le management, et qui ont lancé la première étude et la deuxième. Mais sinon, sur le terrain, dans les entreprises, Rizlan Riachi, vous allez dans les entreprises, vous faites de l'accompagnement, tout à fait. Vous êtes consultante. Est-ce qu'on est heureux dans les entreprises marocaines? Alors déjà, si on peut revenir sur le bonheur, c'est quoi le bonheur? Donc déjà vraiment le définir, parce qu'on parle de bonheur en entreprise, mais c'est pas forcément avoir des moments joyeux ou festifs. Le bonheur, c'est plutôt que chacun puisse être épanoui dans son environnement de travail. C'est ça vraiment le bonheur au travail. Mais aujourd'hui, on peut aller même plus loin, au lieu de parler que de bonheur, mais plus parler de qualité de vie de travail, de bien-être en entreprise. Et aujourd'hui, crée le bonheur. Exactement, parce que c'est vraiment quand on parle de qualité de vie au travail, c'est lier le bien-être avec de la performance, et c'est ce que cherchent en fait les entreprises. Donc les entreprises qui sont conscientes d'avoir ce bonheur, c'est que déjà leur priorité, c'est la performance. Donc pour que mes collaborateurs puissent aller vers cette performance-là, il faut qu'ils soient bien dans leur travail. Encore une fois, c'est un sujet très subjectif, mais qu'il faudrait prendre avec des pincettes, et je pense qu'on va le développer pour expliquer vraiment que ce n'est pas juste un effet de mode, mais c'est un vrai levier, un vrai moteur pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Alors justement, c'est vraiment cet axe-là qui sera développé, mais en même temps, il faut nettoyer pas mal d'idées reçues sur la notion de bonheur au travail. Vous l'avez dit, ce n'est pas la fête tous les jours, on ne demande pas une ambiance festive, et on ne demande pas non plus de la complaisance. Tout à fait. En fait, comme a dit Rizlan, donc il ne s'agit pas, on va dire, c'est pas le monde des bisounours. Voilà, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est le bien-être est beaucoup, à mon sens aussi, donc est plus, on va dire, plus expressif du bonheur, parce que le bonheur, ça reste vague. Qualité au travail, oui, c'est plus, on va dire, ça va être plus palpable. On va mettre des chiffres derrière pour mesurer et des qualificatifs.
Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien au travail? Qu'est-ce qui fait que vous voulez venir tous les matins au travail? Donc, certains axes de travail comme cela. Maintenant, est-ce que je me réalise dans mon travail? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce qu'il y a de la frustration ou il y a une insatisfaction derrière? Donc, c'est un ensemble d'éléments que nous suivons donc avec les entreprises ou avec les managers aussi. Mais cette problématique du bonheur au travail est une problématique, vous l'avez dit, à l'échelle internationale. Vous l'avez dit au Maroc, on n'a pas encore de chiffres, mais on a des chiffres en France, par exemple, à travers différentes études. 61% des salariés disent ne travailler que pour le salaire. Et 31% sont activement désenchantés. Ça veut dire quoi, justement? Qu'on est loin du bonheur au travail? C'est-à-dire que, quand on parle de bien-être ou du bonheur au travail, il y a 3 conditions qui doivent être vraiment prises en considération. Il y a d'abord le cadre de travail. Quand on parle de cadre de travail, c'est quels sont les moyens donnés ou mis à disposition de ses collaborateurs. Moyens financiers, moyens matériels. Donc vraiment, il y a aussi en termes de management, est-ce que les managers prennent le temps d'expliquer à leurs collaborateurs ce qui est attendu d'eux? C'est aussi cet équilibre, leur permettre d'avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment d'abord la première condition. La deuxième condition, c'est l'attention portée par les managers à leurs collaborateurs. Dans le sens où j'ai des collaborateurs, je prends en considération leurs compétences, je les monte en compétences, je les pousse à se former. Et voilà, c'est vraiment cette attention portée par la hiérarchie aux collaborateurs. Et la troisième condition, c'est les émotions. C'est cette envie de venir travailler le matin, tous les jours. C'est le fait d'être confiant envers mon entreprise et mon avenir au sein de cette entreprise-là. Et à ce moment-là, on peut parler, on peut mesurer, on peut calculer. Mais c'est utopique un petit peu tout ça. Non, pas du tout. Ça l'est pas ? Pas du tout, ça a été... Quand vous parlez de cadre, vous mettez différents points, vous mettez aussi en point important le respect de l'équilibre vie privée, vie professionnelle chez le collaborateur. C'est-à-dire en tant que manager, je dois m'assurer qu'il y ait cet équilibre. Exact. Mais je ne manage pas qu'une personne, j'en gère beaucoup. Oui. Plus les autres points. Tout à fait. L'attention particulière, la gestion des émotions. Exactement. C'est pour ça que, quand j'ai dit tout à l'heure que c'est une notion subjective, c'est que chacun a sa propre vision du bonheur, du bien-être et de la qualité de vie au travail. Et c'est ça le problème ? Ce n'est pas un problème, non. Dans le sens où le manager doit pouvoir prendre en considération les besoins et les attentes de chacun. Comme vous l'avez dit, il y en a, c'est le salaire. Il y en a qui vont venir travailler parce que tout simplement, ils aiment avoir une ambiance très sociale au sein de l'entreprise, c'est ce qui les motive. D'autres, ça va être le fait que c'est une entreprise où ils vont évoluer. Donc, chacun en est différent. Donc, c'est un management à la carte ? Pas à la carte. Presque. C'est pas utopique, Rizlaine ? Non, du tout. Parce qu'on l'a mis, non, parce qu'on l'a mis en place, franchement. Et quand le manager est conscient que dans son équipe, il y a différentes personnes, il y a différentes personnalités et que chacun a ses besoins et a ses attentes, c'est comme ça qu'on avance. Parce qu'une équipe, elle est la somme de plusieurs personnes. Et de personnalités, absolument. Une personne qui n'est pas, qui a un mal-être, eh ben, ça va se répercuter sur son travail. Et donc, du coup, ça va se répercuter sur le groupe. Et si ça se répercute sur le groupe, ben, automatiquement sur la performance dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment très lié. Et, voilà. Et c'est pour ça que on en a parlé avant l'émission, où là, le rôle du manager et avoir conscience de tout ça peut aller vers cette qualité de vie au travail et cet environnement sain. On va monter un peu les échelles parce que ce manager a des boss aussi à qui il doit rendre des comptes et qui doivent lui mettre à sa disposition l'artillerie pour développer ce bonheur au travail, pour développer ce management à la carte. Donc c'est quoi? C'est une philosophie d'entreprise? Aujourd'hui, on parle du management de proximité. Donc c'est un manager qui est proche de ses collaborateurs et ça va du top management. Alors en fait, pour toutes les démarches de développement, toutes les démarches comme celle-ci de bien-être en entreprise et de qualité, d'amélioration de la qualité de vie ou même de la performance 360, donc globale, elle doit absolument émaner du top management. La vision du top management, la volonté et ensuite donc les actionnaires, le comité de direction
est décliné et partagé vivement avec l'ensemble des équipes. C'est la clé, on va dire, la clé de succès pour ce genre de démarche. Maintenant, donc c'est la prise de conscience et ça nous vient aussi, on va dire, la majorité des multinationales aujourd'hui, il y a cette prise de conscience. Et heureusement, c'est pour ça que nous observons au Maroc aujourd'hui, on va dire, on a importé le concept et nous essayons de le décliner. Toutefois, effectivement, pour la réussite de la démarche, il faut qu'il y ait cette très bonne et excellente compréhension de la vision de l'entreprise, des attentes, des objectifs et les partager. Donc, nous travaillons lors des team building ou dans un travail de coaching d'équipe à partager cette vision parce que souvent elle est dans la tête du manager, du CIO ou du patron ou des membres du COMEX, mais la décliner d'une manière à ce qu'elle soit comprise et adaptée et surtout intégrée. Par les collaborateurs. Par les collaborateurs. Et quand elle est intégrée, ça veut dire qu'elle est véhiculée en comportement managérial de tous les jours. Absolument. Ça veut dire que je sais vers où je vais, je suis confiant, je suis d'accord et je veux que tout le monde parte avec moi. Et comme a dit Rizan, effectivement, l'équipe est un ensemble d'individus qui sont différents, uniques. Absolument. Il y a l'unicité. Aujourd'hui, on parle de l'emploi ou du travail 4.0. Demain, il y aura très peu, on va dire, il y a beaucoup de machines et peu d'hommes. On explique ce que c'est pour les téléspectateurs. Alors, le travail 4.0, c'est l'avenir ou le devenir des études qui ont été faites pour faire une projection des entreprises de demain. Par exemple, l'entreprise Tesla, il n'y a quasiment pas d'employés. Donc, maintenant, comment l'individu, le collaborateur va se démarquer dans cette entreprise de demain? Eh bien, il va se démarquer grâce à l'intelligence émotionnelle, grâce à son histoire, aux émotions qu'il va mettre, à ses sensibilités. Alors, vous l'avez dit, tout ça est aujourd'hui développé, mis en place, mais avant tout, parce qu'il faut rechercher encore plus de performance. Et on va dire c'est légitime, c'est le monde professionnel, une entreprise est là pour faire du chiffre. Donc si on doit apporter une qualité de vie professionnelle à ses collaborateurs, c'est louable. Justement, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur les facteurs de frustration aujourd'hui dans une entreprise lambda qui n'a pas encore mis en place cette fameuse stratégie, Rizlan? Alors des frustrations, il y en a beaucoup, parce qu'au fait, quand on parle d'individus, je reprends aussi ce qu'a dit Jihan, on est différents, mais on a notre gestion des émotions, on a nos propres comportements, on a nos propres motivations. Si on ne répond pas à ces besoins-là, automatiquement, il y a une frustration. C'est pour ça que quand on a défini au tout début ce que c'est que le bonheur, il faut vraiment bien l'expliquer, parce que des fois, on voit des tendances aujourd'hui dans les entreprises marocaines, d'un seul coup, on va mettre en place des bureaux jolis, des bureaux open space, des bureaux ceci. Et bien ça, déjà, ça peut être un levier pour certains, mais ça peut être une sorte de frustration pour d'autres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé l'avis, parce qu'on n'a pas consulté, parce que c'est peut-être pas ce que... Ce ne sont pas ce que j'attends, c'est peut-être pas mes attentes pour vraiment donner le meilleur de moi-même. Peut-être que le fait, je suis une personne qui est plutôt... Alors le manque de communication serait une source de frustration? Exactement. Voilà. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure du top management, c'est qu'on doit d'abord faire une nuance entre la fonction du manager et le rôle du manager. À savoir. C'est-à-dire que la fonction, c'est effectivement gérer l'équipe. Oui. Gérer son équipe, gérer son groupe. Par contre, le rôle du manager, c'est comment je vais inspirer mon équipe, comment je vais les fédérer. Et ça, la clé, c'est quoi? C'est la communication. C'est-à-dire que tout changement que je vais mettre au sein de mon entreprise, tout plan d'action, je dois quand même l'expliquer, je dois prendre en considération aussi mes collaborateurs. Et cela ne vient que quand on connaît vraiment qui sont nos collaborateurs. Quels sont leurs comportements, encore une fois? Qu'est-ce qui les motive? Mais justement, pour les managers qui nous suivent, pour le top management qui nous suit, pourquoi je vous pose cette question de facteur de frustration? C'est presque donner un shot d'information à ces personnes qui décident. Le manque de communication est un problème de frustration. Tout à fait. Si on veut développer la notion de bonheur au sein de l'entreprise, il faut essayer de déverrouiller ce point-là. C'est la clé.
le flux d'informations aussi. Alors, c'est un facteur de frustration également. Oui. Pardon, Jéanne. Et les faire participer, pardon, Rizlem, c'est les faire participer à l'élaboration de ce travail. On parle de la co-construction du résultat attendu des collaborateurs et de l'entreprise. Très bien. Nous voulons dans 5 ans être la première entreprise dans notre secteur d'activité. Très très bien. Vous, en tant que collaborateur et partie prenante de mon entreprise, comment vous voyez cette démarche? Si je vous donnais le pouvoir, qu'est-ce que vous allez me proposer comme solution innovante et responsable? Donc je mets la responsabilité entre leurs mains pour les aider à monter en compétence. Mais si j'ai 200 salariés, je ne mets pas la responsabilité entre les mains des 200. Les managers, en fait, il y a des relais, ça dépend de l'organisation. Donc, soit une organisation par râteau, sinon il y a des relais à travers les managers intermédiaires et sinon le reste des collaborateurs. Mais une rencontre avec les 200, elle est la bienvenue. Elle est au moins une fois ou deux fois par an pour expliquer. Aujourd'hui, effectivement, on demande au manager un nouveau rôle. Ce nouveau rôle est un manager leader ou un manager coach, on l'appelle dans notre jargon manager coach. Mais le manager leader, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon patron, il n'est pas seulement responsable de mon salaire, mais c'est mon leader. Je me reconnais dans cette identité, je le respecte, c'est mon modèle. Tout ce qu'il dégage comme charisme et comme exemple dans la société, il m'inspire, il me donne encore plus d'envie de produire dans cette entreprise. Et il doit aussi me donner toute l'information à partager avec cette équipe que je dois tout à fait, c'est inspirer. Exactement, c'est pour ça que quand ce sujet ça fait est super, défaut parfois. Parce qu'on occulte pas mal de... comment je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ça et généralement on les saute. Aujourd'hui, il y a des outils sur le marché qui peuvent calculer, on peut le mesurer, ce bien-être en entreprise. Hein. Ça se calcule pour savoir vraiment qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut se faire des fois en individuel, ça peut se faire pour un groupe ou un département ou carrément pour toute l'entreprise. Et on définit ces facteurs qui sont des facteurs de stress. Quel est en fait le stress positif et quel est le stress négatif? Et à partir de là, j'ai une idée, j'ai un radar pour pouvoir accompagner mes équipes, mon groupe. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, leur seule idée qu'ils ont en tête, est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que mon travail, demain, je vais toujours le garder? Eh bien, si l'entreprise ne communique pas, même s'il y a des fois, il y a des entreprises qui passent par des moments difficiles. Et le top management est dans les bureaux, et les autres employés, ils ne savent pas, les pauvres, et la rumeur, et ceci, c'est ce qui crée déjà une frustration. Mais si on implique, on explique, c'est encore une fois, c'est la transparence. La transparence et la communication. Il y a il y a des personnes que j'ai rencontrées par rapport à cette qualité de vie. Leur seul stress, on va dire, c'était le contrôle. C'est qu'il y avait un contrôle. C'était des personnes qui aimaient être autonomes, responsables, que leur manager leur donne les moyens, mais qu'ils les laissent pour qu'ils leur prouvent qu'ils sont capables. Et ce contrôle-là, les frustrer. Donc déjà, là, je viens au travail, je traîne du pied. Donc, c'est pour ça que... C'est un problème de confiance au sein de la structure. Toutes ces choses-là, ce manque de communication, cette rétention de l'information verticale. De management et d'état d'esprit. Aujourd'hui, il y a une réalité sur le marché, c'est que effectivement, nous, en tous les cas, consultants, coachs ou intervenants dans le développement professionnel et personnel, nous croyons vraiment dans l'humain. Nous y croyons à 1 million %. Tout à fait. Donc, la clé de réussite, c'est l'humain. C'est tant que j'investis sur mes compétences et sur cet humain, je le garde, il est ici, chez moi, il travaille, et il est bien, il est épanoui. Nous sommes dans un rapport de gagnant-gagnant. Toutefois, quand on est face à des interlocuteurs qui sont des commanditaires de ces processus de changement, mais qui n'y croient pas vraiment. Donc, ils le font parce que la multinationale a dicté qu'il faut le faire. Donc, là, on rencontre, on va dire, la première résistance, c'est que le commanditaire n'y croit pas vraiment. Et ensuite, là, on est sûr du comment et du déroulement de la mission par la suite. Il y aura, on va dire, moins de fluidité parce qu'il faut d'abord expliquer le bienfait à cette personne-là et lui faire vendre l'idée d'investir dans l'humain. D'un côté. D'un autre côté, en fait, il y a la maturité du comité, on va dire, qui dirige. Cette maturité managériale, psychologique, il y a différentes maturités, donc intellectuelle, psychologique, managériale. C'est ce qui fait
que nous rencontrons, on va dire, un management, un top management ou un mid-management qui est plus ouvert, plus favorable. Versus aussi, ce que nous observons, c'est l'évolution de l'organisation. En fait, aussi, il faudrait garder toujours en tête qu'on a des profils de collaborateurs. Comme on a des profils de clients, on a des profils de collaborateurs. Aujourd'hui, dans les recrutements, on fait attention au profiling, comment ils sont, est-ce qu'ils vont correspondre à l'équipe qu'il va intégrer, c'est quoi ses clés, ses axes, on va dire, de compétences, les axes d'amélioration. Aujourd'hui, j'ai une équipe. Il faudrait que moi, manager, que je prenne conscience et en considération les particularités de chacun dans cette équipe. Et il faudrait aussi que je m'assure que si quelqu'un dans mon équipe il fait la même chose pendant 5 ans, est-ce que l'évolution que je lui offre, le travail que je lui offre, il répond à ses attentes? Ce collaborateur que j'ai pendant 5 ans, est-ce que j'ai un plan de carrière pour lui? C'est vrai, il est très compétent, il me ramène du chiffre. Toutefois, lui, quelles sont ses attentes? C'est quoi sa vision de sa carrière? Qu'est-ce qu'il attend de moi en tant que manager et en tant que patron? Aujourd'hui, ce n'est pas... Ça commence à prendre forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est... Et quand ça prend forme, c'est un luxe dans l'entreprise. Oui, absolument. C'est un luxe. Donc, on parle au patron, on va dire, des autres entreprises. Se dire qu'on pense à moi en tant que salarié à ce point et à mon plan de carrière, c'est un luxe. Tout à fait. Bien sûr que c'est ce que je veux dire. Donc, c'est un luxe et c'est quelque chose, on va dire, à mettre en place, à généraliser. Donc, ne pas garder entre les mains de multinationales ou des entreprises championnes, mais à généraliser chez les autres. Et toujours garder cette attente et motivation. Est-ce que ce que je lui offre le motive et quel est son retour? Mais justement, les managers qui vous écoutent dire ça, à votre avis, comment ils réagissent maintenant? Est-ce qu'ils se disent, mais bon, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est un peu l'idéal, sur le terrain, c'est pas possible. Bon, on zappe. Il y a une partie, ne zappez pas. Voilà, il y a une partie qui va dire que c'est bien, on a entamé des processus, c'est super, ma DRH avait raison, donc je la laisse faire, ou lui-même il avait vu les résultats ailleurs, ou ça a été recommandé, comme on dit, par la multinationale. Toutefois, les autres, ils vont dire, même s'il va zapper, mais il va garder la question. Parce que si la question, elle se pose aujourd'hui et elle le travaille aujourd'hui, soyez sûrs et certaines que dans un an ou dans un futur proche, il va en parler, il va creuser. Parce que quand même, ce sont des visionnaires, les managers. Oui. Et c'est des visionnaires, donc ils voient la chose venir. Et aujourd'hui, on est dans le monde des nouvelles technologies, d'où mon deuxième point, c'est la nouvelle génération de collaborateurs et de managers. C'est les générations Y et bientôt les millennials, les Z. Alors, c'est des personnes, c'est des jeunes qui ont d'autres attentes, qui ont une autre façon de voir le monde du travail. Demain, aujourd'hui, les études le disent, dans 10 ans, on va avoir une nouvelle vraiment génération de collaborateurs et de managers. Donc, est-ce que mon entreprise, elle va répondre à ces talents? Parce que c'est le talent qui va me ramener l'innovation, qui va me ramener le chiffre après. Donc, ça va s'imposer aux managers par la force des choses? De toute façon, il faut qu'ils y passent par là s'ils veulent avancer et s'ils veulent réussir. Oui. Parce que là, encore une fois, ce qu'a expliqué Jihan par rapport à l'attention portée... Parce que le travail est fait de toutes les manières pour le salaire, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de la créativité. Et donc, pour avoir de la créativité... De la performance. C'est ça. Et pour ça, il faut donner les moyens à chacun. Et c'est là où, quand j'ai parlé des 3 conditions qu'il faut absolument avoir pour la qualité de vie au travail ou le bien-être, c'est ça. C'est expliquer vraiment ce qui est attendu, monter en compétence les équipes, avoir un parcours de carrière pour mes collaborateurs et donc l'évolution au sein de mon entreprise. Et au fait, c'est mieux encore, c'est cette envie d'appartenance à l'entreprise. Et dans le très sens important. Où je suis bien dans mon entreprise, j'ai du plaisir à venir tous les matins travailler, mais en même temps, j'ai envie moi aussi de me donner à fond pour que cette entreprise rayonne. Donc c'est cette appartenance-là qu'il faut cultiver. Et si on veut la cultiver, c'est en répondant aux besoins des collaborateurs. Parfait. L'appartenance, on y revient juste après cette courte pause. Et on revient aussi, mesdames, sur ces personnes qui passent leur journée au travail. Elles ne rentrent pas entre midi et 2 à la maison manger. Et donc on se retrouve avec quoi? Avec un rythme complètement déséquilibré. Comment garder un équilibre alimentaire
même lorsqu'on ne mange pas chez soi. Eh bien, on en parle également avec le docteur Salwa El-Fakir sur Médiane TV dans On se dit tout. À tout de suite. Allez, bonheur au travail, mythe ou réalité, on continue la discussion en axant justement les échanges autour de 2 points, l'appartenance et la parité. Ça, c'est vraiment pour finaliser cette thématique consacrée au bonheur au travail, loin d'être justement une ambiance festive et une ambiance de complaisance, c'est au contraire pour booster les performances que ces 2 expertes, Rizlan Riachi et Jihan Labib, sont là pour vous apporter leur expertise à toutes les 2. L'interview santé aussi à venir, restez avec nous. Donc, on continue encore cette 2e partie. Mesdames, vous l'avez dit, l'appartenance, se lever pour aller au travail, tout en étant heureux de retrouver presque une 2e famille et en voulant construire également cette 2e famille, c'est tout l'enjeu de l'appartenance. Tout à fait. Rapidement, je sais que ce n'est pas évident, mais rapidement, autour de quoi s'articule l'appartenance, un milieu professionnel? Comment ça se construit? Quand je me sens valorisée, quand je me sens une personne à part entière dans l'entreprise au lieu d'une personne noyée dans la masse, ça me pousse à être beaucoup plus créatif et beaucoup plus performant. Et j'ai envie vraiment de donner le meilleur de moi-même parce que j'ai envie que mon entreprise réussisse. Donc c'est tout simplement ça, c'est vraiment valoriser mon collaborateur, répondre encore une fois à ses besoins. Et tout ça, vraiment l'enjeu, c'est quoi? C'est le capital humain et le mettre en évidence. C'est pour ça que quand on parle d'appartenance, de bien-être en entreprise, de bonheur en entreprise, la clé, certes, c'est la communication, mais c'est prendre en considération l'homme avec un grand H, à savoir, encore une fois, quels sont les comportements, les motivations, sa gestion des émotions. Flatter. Non, Rizlan. Non, c'est pas flatté. C'est pas flatté. C'est-à-dire que, alors, tout à l'heure, on a parlé de le salaire, ceci. Il y a une notion qui est très importante pour certains collaborateurs, c'est la gratification. C'est je fais un travail, j'ai envie d'être gratifié ou récompensé par rapport à ça. C'est légitime. C'est tout à fait légitime. Pour certains managers, ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'on parle maintenant qu'il faut inculquer aux managers de dire merci, de dire voilà. Mais il y en a qui ont besoin de ça. On a travaillé, on a besoin de se sentir à part entière dans cette entreprise, qu'on a contribué à ce chiffre-là, on a contribué à la réussite de l'entreprise. Et donc c'est ça, comment je peux créer cette appartenance de mes collaborateurs. Il y a des entreprises, franchement, avec lesquelles j'ai travaillé, où ils parlent de leur entreprise si c'était leur propre entreprise. Et ça, je pense que si le management n'avait pas fait tout ce qu'il fallait, ça ne l'aurait pas été. Et il y a un manque de... Enfin, le turnover, il est très bas. Et au fait, il y a une fidélisation des collaborateurs. Et on sent vraiment que c'est une famille. Mais ça, c'est encore une fois... le top management, quand il en est conscient, mais c'est une problématique de quoi quand ça ne se fait pas? Ou que, par exemple, le manager ne considère pas que la gratification soit importante, qu'il est plutôt dans, on lui a dit, il faut valoriser le collaborateur, mais pour lui, valoriser, c'est gratifier, c'est flatter. Donc, de temps en temps, il va dire, vous êtes top, alors que presque, il ne le pense pas tant que ça. Est-ce que il ne sait pas faire? Est-ce que c'est maladroit? Est-ce que c'est un manque de formation et d'information? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, pour devenir manager leader, on apprend. Oui, il y a effectivement des formations, il y a un apprentissage, un accompagnement pour le faire, pour les personnes qui ne sont pas douées intuitivement à le faire. Donc, ça s'apprend. Si moi, je suis ingénieur de formation et de profil introverti, et donc je suis plus à l'aise à rester tout seul et à donner des mails et à envoyer des ordres, des commandes par mail, oui, ça mériterait, je devrais faire un travail sur moi pour développer le relationnel. Aujourd'hui, un manager, et quand je suis avec une équipe, je suis obligée de travailler le relationnel. Aujourd'hui, quand on a un accompagnement de prise de poste, pour toutes les personnes qui étaient expertes
parce que c'est une évolution, Bien sûr, expertes dans leur domaine, donc techniquement, elles sont très très fortes. Elle passe à un autre niveau managérial, donc elle va gérer des hommes et des femmes et des hommes. Et là, on leur recommande vivement un accompagnement, un coaching sur le leadership, un coaching sur l'accompagnement, la relation, la communication interpersonnelle. Parce qu'effectivement, il y a « je ne sais pas faire ». Je ne suis pas douée à le faire. Absolument. Donc j'apprends. Donc on a la roue de l'apprentissage et ça prend du temps. Ça prend du temps et ça passe par la prise de conscience et ensuite la volonté et de travailler dessus. Il faudrait savoir que l'être humain, il est beaucoup plus efficace de 10 à 25% quand il est bien psychologiquement. Ça, c'est l'individu, c'est l'humain en sociologie. Maintenant, il faudrait aussi savoir et dire aux managers, parce que moi j'étais dans le marketing et le commercial, donc je suis très consciente de l'importance des résultats et du chiffre. Toutefois, c'est ce qui compte. Voilà, toutefois, il y a le travail. En fait, c'est un résultat. Le moyen d'y arriver, il y a des êtres humains derrière. Donc, si je ne mets pas en place, on va dire, c'est la une maintenance approche, de l'humain, en fait. C'est de la même manière qu'on met en place une maintenance pour les machines, exactement. C'est de la maintenance pour les... Et les moyens. C'est réducteur peut-être, mais... C'est les moyens. Qu'est-ce que je me donne? Qu'est-ce que je me donne ou je donne à mes équipes comme moyens humains pour les aider à continuer à croire dans mon projet? Je crois, quand je dis appartenance, ça veut dire que je crois dans cette entreprise, je crois dans ce manager. Et ça veut dire que sa culture, aujourd'hui, pour travailler l'appartenance, on travaille beaucoup sur la culture. Et la culture est l'aboutissement d'un processus. Parce que c'est effectivement, c'est pas la culture d'un manager ou d'une entreprise? De l'entreprise. Parce que le manager peut changer. De l'entreprise. Et en amont encore, on a les valeurs de cette entreprise. Quelles sont les valeurs qui font vivre cette entreprise? Et bien sûr, bien en amont, on a la vision partagée de cette entreprise. Donc c'est un ensemble, c'est un vrai processus qui est complexe, qui prend en compte la particularité de chacun, des différents départements, de l'environnement aussi de cette entreprise, parce qu'on n'est pas dans un monde, on va dire, utopique où on isole l'entreprise, on veut faire un champion, mais dans un parcours de course. Donc on prend avec ces challenges. Bien sûr, on prend en compte tous les enjeux. C'est un écosystème qui doit être ontologique pour tout le monde. Et on recherche, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche une certaine sécurité et pour l'individu et pour les équipes. Absolument. Pour les amener à bon port ensemble. Mais il y a aussi un autre problème pour ce bonheur au travail, c'est de se dire, eh bien, quand je me réveille en même temps que mon collègue, pour la même tâche, lui touche bien plus que moi. Et ça, c'est une problématique qui ne concerne pas uniquement les entreprises marocaines, mais qui concerne beaucoup de salariés de par le monde. Le problème de la parité, est-ce que ça aussi c'est une clé de bonheur / malheur en entreprise? Là, c'est un vaste sujet parce que de toute façon... On ne pouvait pas parler de bonheur au travail. Je sais, c'est un clin d'œil. Oui. On ne donne pas ce sujet maintenant, en quelques minutes, toute sa place, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette question. Je comprends, parce que de toute façon, hier, j'ai assisté à une conférence et effectivement, on parlait des rémunérations au sein de l'entreprise et comment, au fait, quand je monte quelqu'un en compétence, est-ce que je lui change juste le titre ou le salaire Donc c'est vraiment très, encore une fois, cette parité, je pense qu'on est encore loin pour la régler, mais c'est vrai que des fois c'est important parce que pour les mêmes tâches, pourquoi ne pas avoir le même salaire? Il y a des entreprises qui le font. Bien sûr. Ce n'est pas encore généralisé, mais aujourd'hui, encore une fois, on a les mêmes compétences, pour les mêmes choses, pour les mêmes tâches, on estime, enfin en tout cas nous, parce que nous on est très dans l'humain, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos clients qu'on accompagne, parce que c'est comme ça, au fait, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous abordez cette question-là? Là, quand on le fait, c'est quand on vraiment rentre dans une réorganisation ou un travail, parce que, comme a dit Jihan tout à l'heure, c'est quelque chose de très complexe, ça prend du temps. Il faut aussi qu'on en soit conscient et qu'on se dit, voilà l'enjeu, voilà vers où on veut venir. Et donc, des fois, même les managers doivent faire des concessions. Bien sûr, prendre en considération aussi l'économie, prendre en considération aussi l'état, on va dire, de l'entreprise. Mais généralement, ils suivent parce que c'est ce qui fait que vers la fin, les collaborateurs sont heureux et donc travaillent plus.
Ils travaillent plus, mais ils ont envie de le faire et l'entreprise réussit. Mais c'est pas encore, malheureusement. C'est pas encore généralisé, Voilà. mais pas uniquement chez nous d'ailleurs. C'est un Oui, gros débat oui, oui. un peu partout. Toutefois, c'est-à-dire, j'inviterais aussi les managers à avoir des modèles, par exemple anglo-saxons et aussi également dans tout ce qui est les pays scandinaves. Ils ont des modèles qui sont bien avancés. Parce que je considère que nous avons, on va dire, hérité d'un modèle qui a dans ce sens-là, dans ces points-là, n'a pas été l'un des meilleurs dans le monde. Donc il y a des modèles qui ont bien réussi, notamment en Angleterre, où on recrute vraiment par rapport à la maîtrise de ce que je sais faire, pas forcément le diplôme que tu as derrière, etc. Mais montre-moi ce que tu sais faire sur le terrain et je te paierai en conséquence. Donc c'est des modèles qui ont bien réussi. Donc aujourd'hui, c'est mon avis personnel et après je dirais, voilà, nous en tous les cas on travaille sur la prise de conscience des managers, des responsables des ressources humaines pour qu'il y ait plus, on va dire, d'équité en termes de salaire par rapport au job description, par rapport aux fiches de poste et aux personnes et ce qu'ils réalisent. Toutefois aussi, il est hautement recommandé aux talents, donc de revoir leurs compétences, de monter en compétences et de renégocier, en fait, d'apprendre à négocier avec le partenaire RH et avec le partenaire en entreprise et de voir, voilà, c'est une négociation. C'est une belle appellation, le partenaire. Ah oui, le partenaire. Parce que c'est un partenariat. Oui, c'est un partenariat. En fait, là, moi, je suis, on va dire, pas de concurrence, mais concurrence, on va dire, notamment que chacun court dans son chemin, mais concourir ensemble. Parce que l'objectif à la fin, c'est un meilleur résultat. Absolument. Donc, et un bonheur personnel ou un bien-être personnel en tous les cas. On va dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. Merci. On a démontré aujourd'hui que le bonheur au travail n'était pas du tout un luxe, mais une nécessité pour toutes les entreprises qui veulent aller de l'avant et qui veulent devenir encore plus performante. Merci beaucoup. Je rappelle mon tour de table. Eh bien, Rizlan Riachi, vous êtes consultante en développement personnel et professionnel et vous êtes aussi experte en certification. Et puis, Jihal Habib, vous êtes coach certifié en développement personnel et professionnel. C'est très important. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Mesdames, vous passez la journée dehors? Vous mangez à la maison entre midi et 2? Je pose ma question différemment. Généralement, j'essaie de manger chez moi. Donc, c'est une bonne habitude pour Rizlan. Jihan Oui. aussi. Chez moi. Donc, vous n'êtes pas concerné par la journée continue. En fait, non. Moi, j'ai revu. Donc, vous n'êtes pas concerné par le sujet qui arrive, en fait. J'ai revu l'alimentation. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui passent la journée dehors et qui ont envie de continuer à bien s'alimenter, eh bien, une spécialiste répondra à toutes ces questions tout de suite dans On se dit tout. Et donc, vous êtes avec nous, Dr Salwa Fakir, spécialiste en endocrinologie, diabète, nutrition et métabolisme à Kenitra. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Lella, c'est un plaisir de vous avoir. Oui, merci Yasmine pour l'invitation. C'est un plaisir, surtout pour ce sujet justement. Beaucoup de personnes mangent dehors par la force des choses, les journées continuent. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, mais si seulement je pouvais avoir des règles de respect, d'alimentation, garder un équilibre. Enfin voilà, il y a beaucoup de points qu'on va essayer de développer avec vous sur ce temps consacré à l'interview santé. Aujourd'hui, justement, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce que vous constatez dans votre cabinet, docteur? Oui, en général, le système de journée continue au travail, tout simplement bafouille toutes les règles d'hygiène alimentaire correcte. Absolument. C'est des contraintes, en fait, c'est des contraintes professionnelles. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à mal manger? Oui, alors moi je vais commencer d'abord par le petit déjeuner, qui est un repas très important, surtout pour une personne qui travaille en journée continue. Absolument. On va voir les détails dans un petit moment. Et qui n'est pas pris parce que la personne n'a souvent pas le temps, stressée, pressée pour sortir, soit qui est pris partiellement. Donc, pas totalement. Et ça va avoir des conséquences qu'on va développer dans un petit moment. Deuxièmement, il n'y a malheureusement pas de structure de restauration sur les lieux du travail
prévu pour les fonctionnaires, travailleurs ou ouvriers qui peuvent permettre à ces gens de manger correctement et dans une ambiance correcte. Donc, chacun se débrouille seul ou en petit groupe et on va voir comme il se débrouille mal. Et même quand il y a des cantines, ça ne respecte pas toujours les règles hygiéno-diététiques. Donc, justement, ces règles, ça serait peut-être intéressant de les rappeler, Dr Salwa Fakir. Vous l'avez dit, ça doit commencer par un petit déjeuner équilibré, surtout pour les gens qui mangent dehors. Mais un déjeuner équilibré devrait s'articuler autour de quoi, principalement? Une famille, on va dire. Oui, je vais commencer si on va parler des règles en général. D'abord, manger lentement. J'ai commencé par ça parce que... Avant de parler des aliments. Oui, vous avez raison, merci. Manger lentement. Alors, l'une des premières règles quand on veut faire un régime alimentaire, pour perdre du poids par exemple, ou garder un poids correct, c'est de manger lentement, déguster les 3 premières bouchées. Pourquoi? Parce qu'il y a un signal qui se déclenche quand on commence à manger et qui va vers le cerveau. Et il y a un retour par le cerveau qui dit maintenant satiété. Alors, si on prend le même temps que fait ce retour, si on mange rapidement, le temps d'avoir ce retour, on a déjà consommé une grande quantité. C'est vrai. Donc, quelqu'un qui mange lentement, la même chose, et qui mange rapidement, celui qui mange lentement va manger moins par la force des choses. Par la force des choses scientifiques. D'accord. La deuxième des choses, c'est qu'il faut plusieurs repas par jour. En général, c'est 3 repas principaux plus une collation l'après-midi, sauf s'il y a une autre pathologie, on parlera du diabète tout à l'heure. Et il y a un espace à respecter, au moins 4 heures d'intervalle entre les principaux repas. Maintenant, il y a la constitution de ces repas. Alors, le repas doit contenir absolument un sucre lent. Quand je dis sucre lent, c'est-à-dire pain, de préférence céréales, ou bien féculents ou légumineuses, ou équivalents. C'est-à-dire, ça peut être des cornflakes, ça peut être le gâteau au semoule qu'on connaît dans notre pays. Et ce sucre lent, il donne une autonomie, si je puis dire, à la personne d'au moins 4 heures. Absolument. Donc, quand on ne prend pas de sucre lent, on a un creux rapidement 2 heures après, on est fatigué, on peut faire même une hypoglycémie, et ce qui va donner d'autres tentations. Ça, c'est 3 fois par jour, matin, midi et soir? Tous les repas doivent contenir un sucre lent, au moins. Alors maintenant, il faut prendre 2 laitages par jour, au moins des fruits 2 fois par jour, les légumes 1 fois par jour au moins, et les protéines 1 fois par jour au moins. Et quand je dis protéines, je vais profiter pour dire, c'est les viandes rouges, les viandes blanches, et les poissons, c'est une viande blanche, et les œufs. Qui ont souvent une mauvaise réputation. Dans notre société, on oublie les œufs. Les œufs sont faits juste pour colmater un petit peu quand on est pressé. Or que les œufs, c'est un aliment qui est complet, à côté du lait, c'est un aliment qui est complet et donne beaucoup plus de nutriments alimentaires, par exemple, qu'un morceau de viande. Donc, il ne faut pas les oublier. En dehors de ça, il faut boire entre les repas pour garder un équilibre d'hydratation et surtout pour l'équilibre du transit intestinal. D'accord. Avec la fameuse règle des 2 litres par jour? 1,5 litre jusqu'à 2 litres. Alors, sans parler, bien sûr, de l'ambiance familiale. Oui, on va y arriver. Justement, puisque vous faites référence à l'ambiance familiale, docteur, pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, quand les personnes passent la journée dehors, le seul repas de famille, c'est le dîner. Et donc, on se dit, on ne va pas faire l'impasse sur un repas de famille autour duquel on pourrait échanger. Sauf que, selon certains spécialistes, dîner le soir serait mauvais pour la santé parce que, justement, après, on dort, donc on ne brûle pas, donc on consomme des calories dont on n'a pas forcément besoin. Alors, on est un peu perdu avec cette histoire de dîner, surtout dans ce nouveau contexte où c'est le nouveau déjeuner, en fait. Oui. Vous n'êtes pas vraiment d'accord? Oui, je ne suis pas entièrement d'accord. Je suis partiellement d'accord quand même. Le seul repas maintenant en famille, c'est le dîner. C'est dommage.
Je dis c'est vraiment dommage pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau diététique. Quand on prend un repas le soir, comme vous venez de le dire, s'il est important en calories, en quantité, ça joue sur la qualité de la digestion et sur la qualité du sommeil. Uh-huh. Et plus, on ne brûle pas les calories parce que c'est rare où on a l'occasion de faire une petite marche après le dîner. Nous parlons des jours de travail. Absolument. Nous ne parlons pas des jours de vacances où on peut se promener après le dîner. Le jour de travail, c'est rare. On a encore la capacité et l'occasion de faire de la marche ou du sport ou que la femme fasse son ménage ou quoi que ce soit après le dîner. Donc, la qualité nutritive, la qualité d'absorption et la qualité du sommeil est altérée, c'est sûr. Alors maintenant, il y a un autre risque dans l'autre sens. En fin de journée, on peut ne pas être fatigué, ne pas avoir le temps de bien préparer, ou bien on est tellement préoccupé par l'idée d'aller dormir, or qu'on ne prend pas un repas correct. Absolument. Alors, ce qui donne en fin de soirée un creux. Un creux. Alors, le creux, comment il est remplacé? Généralement, on ne va pas préparer un tagine à minuit. On se lance sur un petit chocolat ou un gâteau. Et donc, c'est qui va donner d'autres déséquilibres alimentaires. Donc, ce dîner est quand même important. Il est important, bien sûr, mais il faut un petit peu faire attention à la structure de ce dîner. Et pour revenir à l'ambiance familiale, moi je voulais quand même terminer avec ça, mais comme on en parle, d'ambiance familiale, à mon sens, ça ne remplace pas l'ambiance familiale qu'offrait le déjeuner. D'accord. Parce que les enfants, quand ils rentrent, ils sont fatigués, ils ont sommeil. Les parents, ils sont fatigués, ils sont stressés. Donc, ce n'est pas la même qualité de relation familiale. Parce que le repas de midi, comme ce qu'on appelait maintenant, il n'y a plus de midi. Oui. Il n'y a plus de repas de midi, malheureusement. Mais on peut dire déjeuner, tout simplement. Mais le repas de midi offrait cette ambiance familiale où il y a les échanges, où il y a les retrouvailles et où le repas prenait une autre notion. C'était un moment de plaisir et de plaisir double. Absolument. Le plaisir de manger et celui de se retrouver. Et celui de se retrouver. Or qu'avec des repas, comme on va voir, rapides, on n'a ni le plaisir de manger. C'est presque une frustration de manger parce qu'on mange rapidement, parce qu'on veut, et seul. Et donc, les deux objectifs de ce repas familial sont bafoués, pour vous, justement, docteur, rapidement sur cette question pour qu'on passe au conseil, parce que c'est important. Est-ce que cette histoire de journée continue, manger au travail, est-ce que c'est un nid de maladies chroniques, métaboliques, comme le diabète, par exemple? Est-ce que c'est une niche pour ces maladies-là? Je sais qu'on n'a pas de chiffres, mais une analyse, on va dire, professionnelle. C'est pas une niche, mais pour les gens qui ont certaines pathologies, ils souffrent plus. D'accord. Mais si vous permettez, pour bien clarifier pourquoi j'ai dit ils souffrent plus, on pourrait parler des erreurs qu'on commet lors de l'alimentation quand on a une journée continue, pour comprendre plus facilement ce qui se passe chez les personnes malades. Alors, lors de la journée continue, on a dit déjà le petit déjeuner n'est pas pris ou n'est pas pris correctement. Lors du déjeuner, normalement, c'est des repas rapides. C'est le système fast-food. Alors, le système fast-food, il offre quoi? Il offre soit des substances grasses, sous forme de sauce, de friture, de viande rôtie, etc. Et surtout que les fritures sont faites à base d'huile animale et non d'huile végétale, ce qui est mauvais pour la santé. Ou bien une quantité de sucre rapide. Quand je dis sucre rapide, c'est-à-dire les limonades, les boissons qui sont sucrées quand même à 30%, et les desserts sucrés. Donc, ça donne des sucres rapides qui sont
assimilés rapidement, mais qui sont aussi éliminés rapidement. D'où les fameux creux. 2 heures après le repas, les gens ils se disent plus je mange de sucreries et plus j'ai faim. Donc c'est un peu l'explication. Et les gens, ce qui donne déjà un petit déséquilibre alimentaire et ce qui expose au surpoids. Alors, c'est comme ça qu'il y a des gens qui se disent, moi je ne comprends pas, je prends juste un petit sandwich, quelques frites et je prends du poids. Ah ben justement pour ça. Et en plus, les gens, quand ils sont au travail, n'ont pas l'occasion de boire. Ils ne boivent pas suffisamment d'eau. Alors donc d'eau, les déséquilibres d'hydratation et de transit dont j'ai parlé. Alors en plus, justement, si vous permettez, parce qu'on manque de temps, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Qu'est-ce qu'on emmène avec soi pour manger, ne pas avoir faim, respecter ses équilibres et laisser quand même ce creux qui va faire que quand on va rentrer, au lieu d'attendre de dîner à 20h, 21h, 22h, garder cette faim qui va faire qu'on va peut-être dîner, si c'est possible, à 18h. Oui, alors mes conseils pour éviter ce genre de problème, d'abord pour les gens qui sont responsables, soit dans le public ou dans le privé, ils doivent prévoir des lieux de restauration qui peuvent offrir une restauration correcte en alimentation et les gens peuvent s'asseoir correctement et manger correctement. En attendant cela... Mais il y en a, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Pour généraliser. Pour généraliser. Alors, en attendant, les gens qui ont ce genre de problème doivent d'abord donner une grande importance au petit déjeuner. Ils doivent se débrouiller, se lever plus tôt, se préparer rapidement et le petit déjeuner doit contenir des sucres lents, doit contenir un laitage, doit contenir des fruits secs qui donnent du magnésium, potassium et de l'énergie, du miel et de temps en temps des huiles végétales telles que l'huile d'olive ou l'huile d'argan sans dépasser 2 cuillères à soupe par jour. Le déjeuner, ils peuvent préparer chez eux un sandwich à base de pain sous forme avec des céréales, une protéine pas grasse, de la salade de tomates par exemple et un fruit. Alors, choisir un fruit qui est facilement conservable et utilisable, moi je pense par exemple à la pomme, qu'on peut croquer, on n'a même pas besoin d'éplucher. Surtout quand on croque la pomme, on profite de la pectine qui est dans la peau et qui lutte contre le cholestérol. Très bien. Alors, au dîner, préparer un dîner à base de légumes, parce que c'est ce qu'on n'a pas mangé au déjeuner, avec un sucre lent, c'est-à-dire du pain ou bien des pâtes toujours sous forme de céréales, et un fruit, et boire de l'eau. Bien sûr. Les week-ends, parce que je vais donner même un conseil pour le jour où on est au repos, profitez pour faire des déjeuners à base de légumineuses. Les légumineuses sont riches en fibres, ce qui est important pour le système digestif et important pour le transit intestinal. Merci beaucoup, Dr Selwa Fakir, pour cet échange et merci beaucoup pour tous ces conseils, pour cette richesse. Vous êtes spécialiste en endocrinologie, diabète, nutrition et métabolisme à Kenitra. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, madame. Et à très vite sur Média TV dans 11 Dito. Merci beaucoup pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe. À bientôt aussi sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.